Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Agora News Sécurité avec aujourd'hui un sujet juridique puisque c'est le juridique embarqué, plus exactement le juridique dans les nouvelles technologies. Et mon invité aujourd'hui est Poliana Bigle. Bonjour Poliana. Bonjour, merci de Ravi de vous m'avoir avoir. accueilli. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Vous êtes avocate, vous dirigez le département de sécurité numérique au sein du cabinet Alain Bensoussan qui est spécialiste du droit numérique et des technologies avancées. Donc on va en savoir un petit peu plus sur les droits, les interdictions dans cet univers. Alors, plus exactement, votre département d'abord existe depuis combien de temps et qu'est-ce que vous y faites très précisément? Alors, mon département existe depuis 6 ans. Et donc, je suis en charge d'assurer toutes les activités de conseil en matière de droit de la sécurité numérique. Donc, j'assiste les RSSI principalement pour la mise en place de tout leur plan de sécurité, leur charte informatique et les aspects juridiques de cybersurveillance des employés, par exemple. Et puis voilà, plein d'autres choses encore. Alors, Mais on a beaucoup parlé hier dans des débats que nous avons menés ici sur ce plateau d'APS de ces nouvelles technologies, des avancées avec toujours cet objectif, en tout cas pour la France, des JO de 2024. Est-ce qu'on peut parler justement très concrètement des drones, par exemple, et puis également de l'intelligence artificielle et de plus précisément de la reconnaissance faciale qu'on devrait avoir pour les JO 2024. Commençons par les drones. Ça se développe de plus en plus, mais il y a au niveau des lois des textes extrêmement précis à ce niveau-là. oui, tout à fait. La réglementation est très stricte. On va différencier les drones utilisés par les services de police, les militaires, donc dans le cadre d'opérations aussi peut-être de défense, c'est encore en train de se développer, et le cadre du loisir. À côté, on a aussi le cadre des professionnels qui vont utiliser les drones dans le cadre Pour d'une du- activité professionnelle. Ça peut être des médias, par exemple. Ça peut être des médias. On a souvent vu le cas aussi de surveillance de champs, voilà, de grandes étendues, voilà, la nécessité pour l'agriculture, mais aussi la surveillance Des lignes de TGV, locaux. de locaux, des Oui, lignes TGV, je sais ouais. aussi également. Et alors, en fait, on est extrêmement soumis à une réglementation vraiment très stricte, avec des agréments. Et donc, on ne peut pas utiliser un drone comme on veut, même pour le loisir. Oui, alors justement, Euh, commençons par le loisir. À ce niveau-là, quelle est la réglementation? Et ensuite, on va décoller sur le professionnel et sur la sécurité. alors, pour résumer, il faut choisir son drone parce que tous les drones ne sont pas utilisables à titre de loisir, donc il y a une histoire de poids. Ensuite, il faut choisir la zone dans laquelle on a le droit de survoler, parce qu'on ne peut pas le faire sur la voie publique, on ne peut pas faire dans certains jardins publics, sur la plage. Voilà, donc on a des zones qui vont être réservées et sous peine d'enfreindre la réglementation. Et il y a eu des problèmes justement dans certains endroits, près des aéroports, Ouais. où il y Oui, a eu bien des sûr. survols. Bien sûr. Et Voilà, il peut y avoir des condamnations. voilà. Passons au niveau professionnel ensuite et sécurité. Justement, quelles sont les restrictions, quelles sont les autorisations aussi? En fait, il faut qu'on ait une autorisation d'utiliser les drones dans le cadre professionnel. Donc en fait, dites-vous que le drone, c'est considéré comme un avion, c'est ce qu'on appelle un aéromodèle, et donc soumis à cette même réglementation. Donc on ne vole pas, on n'utilise pas un drone n'importe comment, n'importe où. Euh, donc on a surtout ces autorisations et le respect de la réglementation. Ensuite, il y a ce qu'on fait de l'usage des données que l'on récolte, parce Oui, que la data. l'intérêt, c'est de regarder ce qui se passe, et notamment de prendre des photos ou des vidéos. Et donc là, on doit aussi faire attention à, à la réglementation en termes de données personnelles et de vie privée, parce que on est soumis, on ne peut pas aller filmer,
dans des endroits privés. Alors, soyons plus précis en termes de réglementation, parce qu'on peut ou on ne peut pas. Qu'est-ce qui fait qu'on peut, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas, et qu'est-ce qu'on se doit de faire de ces données qu'on récolte? Alors, en fait, à titre professionnel, on va avoir une autorisation avec un espèce de plan de vol, en fait. On va avoir une zone délimitée dans laquelle on a le droit de, de prendre des photos des données. Si c'est extrêmement occasionnel, l'autorisation pourrait être allégée. Et en tout cas, le principe, c'est on ne doit pas aller sur des locaux privés dans lesquels on n'a pas l'autorisation du propriétaire. Pareil, si on arrive à capter une image ou qu'on voit une personne au loin, mais qu'on arrive à la reconnaître, même si on n'était Ouais. pas dans les bâtiments privés ou dans l'immeuble, Ouais. et ben normalement, on se doit, pour exploiter l'image, rien que pour diffuser, d'obtenir son consentement. Ou alors, il va falloir flouter. D'accord. Mm. Ce qui est ça un peu plus facile. À qui on demande ces autorisations, justement? Alors, on a, différentes organismes qui, Autorité, ouais. oui, des autorités. En fait, ce sont les autorités liées à la préfecture ou des autorités locales liées à l'aviation locale. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est le cas également pour la vidéosurveillance? Là, on est sur des caméras fixes. Ouais. Le droit est différent. Alors, le droit est différent. Alors, on va distinguer la vidéoprotection de la vidéosurveillance. Oui. Vidéoprotection, c'est lorsque votre caméra est orientée sur la voie publique, donc elle va filmer le passage. La vidéosurveillance, c'est à l'intérieur des locaux. Donc, la vidéoprotection est soumise à autorisation préfectorale D'accord. du préfet. Ouais. Vidéosurveillance n'est plus soumise à aucune autorisation, donc à l'intérieur de vos bâtiments. D'accord. Mais il y a obligation d'avoir l'information du public qui passe, enfin Des employés. des employés, entre Ouais. autres. Donc souvent, on voit des petites mentions, ce bâtiment est sous vidéosurveillance. Voilà, Est-ce qu'on doit faire signer une autorisation à ses employés? Non. Non. Donc, dans les bâtiments stratégiques et hautement stratégiques, comment ça se passe? Il y a donc bien évidemment de la surveillance, des caméras. En fait, les employés ou les personnes qui accèdent à ces locaux sont informés que les locaux sont vidéosurveillés. Ouais. Après, vous avez, vous n'avez pas d'autorisation à demander, mais vous devez faire attention à ce que vous faites des images et des données. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut assurer la protection de ces données. Ouais. C'est-à-dire que, par principe, on ne conserve pas d'une façon illimitée toutes ces images. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à ces images. Il y aura que quelques personnes qui vont être autorisées. Donc, en fait, il faut s'organiser pour assurer la protection des images qui sont récoltées. Et donc, on ne conserve pas les images D'accord. de Donc façon illimitée. c'est aussi là-dessus que votre cabinet intervient, Oui. sur Oui, tout à cette fait. protection des images et sur protéger justement ces systèmes d'information. Combien de temps on a le droit de garder ce type d'image? Il y a une réglementation précise ou ça diffère en fonction En fait, c'est en fonction maintenant de la nécessité pendant laquelle on a besoin de ces images. Voilà. Si pendant une journée, c'est à des fins de sécurité des locaux. En général, on n'a pas constaté de problématique, on n'a pas de raison de garder extrêmement longtemps. Généralement, c'est une trentaine de jours maximum, quelque D'accord. chose comme ça. Si en revanche, on constate un vol, enfin, on nous a signalé un vol, là, on va peut-être avoir la nécessité de conserver à titre de preuve les images. Parce qu'il y a Euh, intervention des forces de police. Oui, oui, oui. On aura besoin de ces éléments de preuve qui seront vérifiés, Bien sûr. qui seront regardés. Donc ils sont Voilà. stockés, archivés pour ça. En termes de reconnaissance faciale, on est au tout début. La réglementation n'est pas encore complètement ouverte. On est en phase test dans certains domaines. Je crois qu'on va être bientôt en phase test au sein du casino barrière d'Anguin, par exemple. D'accord. Et on a cette promesse, entre guillemets,
que la reconnaissance faciale sera effective pour les JO de 2024, à savoir que en 2020, je crois que c'est Tokyo ou Pékin, en tout cas, ça doit être Tokyo, il y aura de la reconnaissance faciale, très certainement en 2028 à Los Angeles. La France dit qu'il y en aura, mais la réglementation n'est pas encore ouverte à ça. Alors, la réglementation est en train de s'ouvrir. Il y a une très grande réflexion sur ce sujet-là. La problématique, c'est qu'il faut 3 éléments pour faire de la reconnaissance faciale. Il faut des caméras. Oui. Bon, c'est facile, voire avec des drones éventuellement, donc fixe ou mobile. Il faut aussi... Les bases de données. Voilà, c'est ça. Pardon. Il faut un système de base de données pour pouvoir comparer en temps réel les photos avec les images qu'on regarde. Et il faut de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, il faut que ça mouline pour qu'on puisse avoir une alerte, c'est-à-dire la reconnaissance. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de fichier. C'est un peu comme l'ADN. C'est ça. Mais il faut comparer. Oui, ou les empreintes. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans la base de données, on ne peut pas comparer. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un seul cas qui est prévu par la loi, c'est dans le cadre d'enquête. Il y a une comparaison avec le fichier TAJ, qui est le fichier des antécédents judiciaires, mais c'est uniquement dans le cadre d'enquêtes qui sont déjà prononcées. Ce n'est pas dans le cas d'actes de prévention. D'accord. Donc, il y a toute une réflexion, il y a une loi qui est en train d'être étudiée à l'Assemblée nationale et au Sénat, justement, pour utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre de la prévention contre les actes de terrorisme, éventuellement de violence. Dans le cas de la ville de Nice, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un test. Donc le maire a décidé de faire un test. Pendant le carnaval. Pendant le carnaval. Mais avec les masques, c'est pas facile. Hein. C'est vrai qu'avec les masques, c'est pas facile. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des volontaires. Donc il y a des gens qui ont donné leur consentement, qui étaient d'accord pour se fondre dans la foule du carnaval, et qu'on essaye de les repérer pour voir, ils ont essayé de faire justement des expérimentations, les gens qui avaient des malaises, s'il y avait une bagarre, voilà. Et donc ils ont essayé de voir comment ça marchait. Et là, c'est la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, qui a donné son avis, qui a autorisé cette expérimentation, pour déjà qu'on essaye de voir si c'est efficient. Parce que c'est tellement attentatoire à la liberté d'aller et venir que, avant de mettre en place des mesures de reconnaissance faciale, il faut être sûr des avantages. Et effectivement, la CNIL est garante de liberté individuelle et de la vie privée. Quel était justement il y a eu son aval, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Est-ce que le test a été aussi positif Alors peut-être pas si concluant que ça, mais c'est toujours en amélioration. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, c'est utilisé à outrance. Aux États-Unis, c'est extrêmement utilisé, notamment par les forces de l'ordre. En Asie et San Francisco a prévu, au contraire, un arrêté ou un décret d'interdiction de la reconnaissance faciale. D'accord. Pour vous dire à tel point que certains États ne cessent pas de l'utiliser. D'accord. En Chine aussi. Alors, pour être précis, pour les JO de 2020, la reconnaissance faciale sera juste pour les athlètes et tout ce qui est organisation. Ça veut dire qu'en amont, ils vont pouvoir créer une base de données et qu'au passage des nombreux sas qu'il y a pour gagner du temps, là, il va pouvoir effectivement avoir ce match entre la base de données qui a été archivée et le passage des athlètes. Du coup, il y a des grandes chances en fait que on ait un système d'autorisation individuelle de chaque athlète. C'est ça. Exactement. Ce qui validera, si vous voulez, la légalité du système. Mais je vous prends le point sur les manifestations sportives parce qu'on a un fichier d'interdit de manifestations sportives. C'est-à-dire ? Il y a un fichier qui existe par lequel certaines personnes sont interdites d'aller dans des stades. Oui. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vérifié le texte ce matin. Aujourd'hui, il y a des photographies.
de personnes qui sont interdites de Ouais. stade, mais la reconnaissance faciale est expressément interdite. D'accord. C'est-à-dire que les gens qui seront interdits de stade, pour l'instant, on ne pourra pas vérifier par reconnaissance faciale D'accord. euh, s'ils arrivent quand même dans le stade. Alors, en préparant ce débat et cette émission, on a parlé du code de la sécurité intérieure. Ça paraît vague pour un certain nombre d'entre nous. De quoi s'agit-il? Alors, le Code de la sécurité intérieure va gérer deux aspects. La sécurité civile, donc en fait, tous les organismes, les entités de l'administration au sens très large, qui vont gérer la sécurité civile. Et de l'autre côté, vous avez le Code de la défense pour les aspects défense et militaire. Et ça va gérer aussi toutes les activités relatives à la sécurité, aux professionnels de la sécurité privée. Voilà. Bon, on est dans un salon professionnel. Tous ceux qui font de la sécurité privée, voilà, sont au courant, qui sont soumis à ce code. Mais il y aura sans doute des évolutions pour lesquelles il faudra faire attention, et notamment sur tous les matériels. Je pense qu'on sera C'est-à-dire? soumis. Je pense qu'il y aura des évolutions sur le type de matériel autorisé pour les enquêtes privées, pour les services de gardiennage, etc. En tout cas, pour l'instant, on va rester quand même soumis au droit commun, qui fait aussi très bien son job. Ouais. La protection des données personnelles. D'accord. Voilà. La protection contre le piratage. Voilà. Donc c'est tout. Et l'un avec l'autre, on doit assurer un matériel qui a une sécurité par défaut, en fait. Ouais. Voilà. Et qui va devoir notamment gérer la protection des données. Parce qu'en fait, vous voyez, dans ce salon, il n'y a plus aucun objet pratiquement qui n'est pas connecté. C'est vrai. Voilà. Parce que c'est là-dessus que vous intervenez aussi, Oui. bien évidemment, sur la protection des systèmes d'information. Et alors, ça se protège comment? Comment ça se passe? Et quel est votre domaine d'intervention là-dessus? Alors, moi, mon domaine d'intervention serait plus sur le conseil et les contrats qui sont autour des systèmes d'information. Donc là, vous Et intervenez en amont. les aspects techniques, je les D'accord. laisse D'accord. aux Donc vous experts. intervenez en amont Oui. sur la préparation de ce système d'information. Voilà, de toutes les procédures qu'il est nécessaire de mettre en place. Et donc, il y a des aspects juridiques qu'il faut prendre en compte. Ces lois sont-elles identiques dans les autres pays d'Europe, pour commencer, du monde en général ou... Alors, quand on est en Europe, on a quand même un cadre réglementaire européen, Ouais. donc presque similaire. Et c'est vrai que la sécurité, c'est très souvent le droit local qui va s'appliquer. Donc on a quand même un problème à gérer dans chaque pays, Ouais. parce qu'il faut être conforme au droit de chaque pays, D'accord. et encore moins à l'international. Et ça, On est c'est facile à appliquer? Comment ça... Mais justement, c'est ça. Enfin, mon rôle est de faire des schémas directeurs juridiques avec les différentes lois applicables et comment avoir finalement le matériel le plus conforme possible. Dans ce cas-là, vous travaillez avec qui dans les entreprises? Alors, je vais travailler principalement avec les RSSI. Ouais. Et s'il n'y en a pas, ça peut être les responsables informatiques, DSI. Ouais, directeur de la sécurité? Oui, ou alors aussi les directeurs de la conformité. D'accord. Voilà. Il y a cette fameuse loi Nice que peut-être tout le monde ne connaît pas, NIS, c'est ça? Oui. Qui a pour but d'augmenter la sécurité, mais pour certains professionnels, pas tous. Oui. Il y a certains opérateurs qui vont devoir augmenter leur niveau de sécurité informatique, pour faire court, parce qu'ils ont une activité essentielle. Et si jamais ils se font pirater, ils vont contaminer en fait tout un pan de l'activité sur le territoire français D'accord. et territoire européen. Et donc, on leur demande d'assurer un niveau de sécurité supérieur. Donc, il y a les opérateurs de services essentiels. C'est-à-dire? En fait, c'est une liste
d'opérateurs Ouais, qui est fixé par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'autorité française de contrôle de la sécurité des systèmes d'information. d'accord. Et ensuite, vous avez les fournisseurs de services numériques, parmi lesquels il y a les services de cloud, tout ce qui est hébergement de données. Ouais. Voilà. Donc c'est On extrêmement peut intéressant. citer quelques noms peut-être pour identifier davantage, que ce soit les... Bah, les grands acteurs du numérique qui font de l'hébergement de données dans le cloud, D'accord, Microsoft, finalement, oui, par exemple, d'accord, hein, et autres. mais vous avez des sociétés hyper spécialisées qui font de l'hébergement de données pour votre entreprise, en fait. Mais pour gagner de la place, vous Et le bien mettez dans sûr. le cloud. Mais à part ceux qui ont effectivement sont des fournisseurs de cloud, quel autre type de société on peut retrouver, de d'autres Les moteurs de professionnels? recherche Les moteurs de recherche, et d'accord. les places de marché en ligne. D'accord. Voilà. Donc internationaux, Paris, Exact. les grands, enfin tous Ah oui, d'ailleurs. oui, oui. Tous. Oui, oui. D'accord. Donc ça montre à quel point la sécurité informatique, c'est vraiment un enjeu national et un enjeu européen. euh, à ne pas négliger en fait, puisque même pour tout le matériel eh bien, que l'on utilise, encore une fois, on va capter de la donnée, on va la stocker quelque part, Ouais. et donc il faut la sécuriser Elle est dès protégée, l'origine. mais elle peut être hackée et donc il faut C'est ça, une réglementation pour protéger c'est les ça. données qui sont dedans. Pour terminer, reparlons de la CNIL et de la RGPD sur justement les lois de la vie privée. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça par rapport à l'univers de la sécurité? Oui, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on a vraiment l'obligation d'assurer la protection des données dès l'origine, ce qu'on appelle dès la conception, et puis on dit aussi par défaut. C'est-à-dire que le matériel, le moindre objet connecté, doit lui-même assurer la sécurité des données, quand bien même lui est nécessaire pour assurer la sécurité des locaux, de la propriété ou même la surveillance d'une personne. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la protection des données personnelles, c'est une priorité. Voilà. Après, on a un certain nombre d'autres éléments à mettre en place, hein, comme Ouais, des analyses d'impact, c'est-à-dire qu'on va vérifier s'il n'y a pas de risque sur son matériel. Et donc, on fait son auto-analyse ou avec des experts. ouais. Voilà, par exemple, je m'occupe aussi de ça. C'est-à-dire Des analyses d'impact, en fait. On va vérifier si jamais on se fait pirater, ouais, euh, quel serait l'impact négatif pour les droits et les libertés des personnes sur ouais. la vie privée et leur liberté. Voilà. Et il faut le mesurer, parce que si le matériel euh, euh, indique que l'impact est trop élevé, enfin, prend une atteinte trop élevée pour les droits et les libertés des personnes, on ne pourra pas mettre sur le marché ce matériel, notamment D'accord. le système d'information qui gère les données derrière. Donc encore une fois, là, on est en amont. On est en amont, mais c'est vrai que je m'occupe aussi des problèmes de piratage et de la nécessité de conserver les preuves. Et donc là, il faut tout naturellement aller dans le système d'information Ouais. et récupérer les éléments informatiques, les images, mais aussi les logs de connexion, tous les éléments qu'on a pu capter pour détecter une fraude, Donc lorsque un ça a vol. été piraté et que vous allez rechercher ces informations, ces preuves, qu'est-ce que vous en faites ensuite? Quel est le cheminement juridique? Alors, il faut faire attention à la conservation. Il faut pas que ces preuves soient altérées. Donc, en général, on Il y a une date s'entoure. limite de consommation, quoi. Oui, mais surtout, il faut pas qu'on ait un doute sur le fait que ce soit des vrais éléments de preuve. Ouais, C'est-à-dire que la donnée que l'on récupère, l'information, n'ait pas été en fait altérée ou était un faux. d'accord, euh, qu'on a pris, je ne sais pas, un salarié en flagrant délit, on l'a accusé, et en fait, c'est pas lui. d'accord. Vous voyez, Et après, vous travaillez quoi et avec après, qui? alors, en fait, on travaille avec là des professionnels de la sécurité informatique qui vont nous aider à conserver ces Ouais, moyens de preuve. ouais, Et après, on fait toute la procédure pénale pour qu'une enquête pénale puisse être réalisée. Pourquoi c'est important l'enquête et déposer plainte?
parce que c'est pas forcément pour récupérer de l'argent derrière, mais c'est pour pouvoir faire jouer aussi toutes les assurances et pour pouvoir remettre en place l'activité de l'entreprise. Donc c'est vraiment très Mais important. dans ce cas-là, vous travaillez conjointement avec des forces de police spécialisées informatique? Oui, il y a un organisme spécialisé qui est la BEFTI, Ouais. spécialisé de la gendarmerie sur les C'est quoi, opérations de... brigade financière? Non, c'est quelque chose comme ça? Non, c'est pas brigade Non, financière. c'est brigade sécurité informatique. Bon, Voilà. bref. Ok, merci beaucoup Poliana Bic d'être venue dans cette émission Agora News Sécurité. On se Merci retrouve beaucoup. très très vite, à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.